Merci de rester dans notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous allons évoquer les perspectives 2019 pour le Togo cette fois-ci avec nos invités qui sont restés avec nous. Abel Ezoui Yao Badassi, il est le coordonnateur national du Parti du Peuple et de l'Intégrité, PPI, avec Dr Dieudonné Kapkia, membre de la Diaspora Unie Sénégal. Merci de rester avec nous. Donc, on était en train d'évaluer la facilitation de la CEDEAO. L'opposition se dit déçue et même c'est un euphémisme trahi par la CEDEAO. Monsieur Badassi, est-ce que vous partagez ce sentiment de trahison, ce sentiment d'insatisfaction de l'opposition? Bon, non, au PP, nous ne partageons pas ce sentiment. Tout d'abord, nous avons estimé que depuis le 14 avril, les Togolais pouvaient se parler entre eux. Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait même pas, on peut dire, il n'y a même pas eu véritablement un dialogue entre l'opposition, la C14 et le pouvoir en place. Il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a jamais eu de négociation directe. Il n'y a pas eu, jamais, mais c'est ce que nous avons regretté. Mais pourquoi nous sommes les fils d'un même pays, nous sommes face à un problème, mais je ne sais pas pourquoi on va refuser de s'asseoir sur une même table pour discuter, pour échanger, en vue de trouver des solutions. Mais qu'est-ce que la feuille de route a apporté de nouveau? Rien. Il y a des partis de politique de l'opposition qui avaient fait déjà cette proposition. Mais il suffisait que la C14 et le pouvoir en place, quand même, puissent considérer cela et c'est fini. Mais aujourd'hui, nous disons que la CEDEAO a fait ce qu'elle a pu. Mais nous avons regretté le fait que, au dernier sommet à Abuja, qu'elle mette fin à la facilitation. Parce qu'en fait, le problème n'est pas terminé. Aujourd'hui, nous avons un bon nombre de partis politiques qui se disent lésés, qui vont marcher encore le 12. Et avec cette situation, nous risquons que les problèmes perdurent. Nous aurions souhaité que la CEDEAO maintienne la facilitation pour que les deux camps puissent être rapprochés afin de pouvoir trouver une solution. Pour se simplifier la tâche, est-ce que la CEDEAO n'a pas simplement choisi de soutenir le plus fort? Bon, c'est ça l'impression, mais je pense que l'opposition n'a pas, la C14 plutôt n'a pas su jouer le jeu. Tout ce qui s'est passé d'abord avec leur rencontre en Guinée, où ils étaient parfaitement d'accord, la C14 était d'accord de pouvoir obtenir 3 jours de prolongation. Mais c'est ce qui a été fait. Mais en contrepartie... Ils se sont mis d'accord. C'est ça la question aussi, parce qu'ils n'ont pas communiqué sur ce qui il y a eu s'est beaucoup. Passé. Nous avons regretté des incohérences et beaucoup d'incongruités de la part aussi de nos frères de la C14. Mais on ne peut pas... Ils étaient d'accord. Je peux l'affirmer. Ils étaient d'accord sur les 3 jours. Vous n'étiez pas à Conakry? Je n'étais pas à Conakry, mais nous avons toutes les assurances. Ils étaient d'accord. Et jusqu'à ce que le président ghanéen ne puisse appeler directement le président de l'UFC pour lui demander de retirer son nom de la CENI. Mais ce qui a été fait. Mais c'est fait aussi que la CENI recomposée n'était pas mise en place avant la convocation pour les 3 jours de recensement additionnel. Mais la faute est à qui? On avait quand même appelé. Bon, est-ce qu'il faut être présent d'abord à la CENI avant d'appeler quand même ces populations, bien ces partisans à aller se faire recenser? Mais je pense que le problème est ailleurs. Et sur ce plateau, je pense que j'avais dit que nous avons regretté le boycott du recensement par la C14. Il fallait laisser ces partisans aller se faire recenser, avoir sa carte d'électeur et attendre. Parce que c'est ça même le jeu. Mais si, après tout, on arrive à un accord et le jour des élections, vos membres, vos partisans n'ont pas de carte d'électeur, avec quoi ils vont aller voter? Mais je pense que l'erreur est partie de là. C'est tout ce que nous avons regretté. Donc la CEDEAO a-t-elle été déçue par la C14? Non, quelque part, elle a été déçue par les exigences de la C14. Elle a mis la barre trop haute. Je pense que c'est ça qui nous a conduit à ce résultat qui est regrettable. Voilà. Bon, je sais exactement. Vous savez, il vient de dire un truc d'important. Quand on parle de trahison, généralement quand vous avez une certaine attente, c'est-à-dire vous vous attendez tout simplement à ce qu'on vous achète pour les... Je parle des enfants, on vous achète peut-être un vélo
pour les fêtes de fin d'année, et peut-être qu'on vous achète que des chaussures. Vous êtes trahi. Mais le problème, sinon vous ressentez un sentiment de trahison. Le problème, c'est qu'est-ce que la C14 attendait? C'est là qu'il faut, c'est la bonne question. La C14 attendait les réformes. Ah ben non, je pense que s'ils attendaient les réformes, la dernière session de l'Assemblée nationale qui devait en discuter, ils devaient être là pour voter. Je pense qu'ils avaient leur attente à eux. Je ne suis pas dans leur secret des dieux, donc je ne vais pas me prononcer. Mais par contre, ils avaient leur attente. C'est parce qu'ils avaient leur attente qui n'a pas pu être, donc je vais dire résolue, mais qui n'ont pas pu résoudre d'une certaine façon, qu'ils pensent que il y a une certaine, qui pensent qu'il y a une trahison. La CEDEAO, c'est un arbitre. Laissez-moi terminer. C'est-à-dire que la CEDEAO, c'est un arbitre. Ça signifie qu'il ne planche pour aucun des acteurs. Si la CEDEAO décide lors de le dernier sommet des chefs d'État que il met fin à la facilitation, c'est parce que la CEDEAO juge qu'il n'y a plus de crise. Et pourquoi il n'y a plus de crise? Parce qu'il y a une feuille de route. C'est comme ça que ça fonctionne dans une entreprise. Il y a une feuille de route. Vous parlez de cette fin de facilitation, mais moi, franchement, jusqu'à présent, je n'ai pas vu un document officiel. De toutes les façons. Qui a parlé de facilitation. De toutes les façons. Je ne sais pas si vous en avez. De toutes les façons. La CEDEAO a donné une feuille de route. La feuille de route prévoyait des élections le 20 décembre. On est d'accord. La feuille de route prévoyait que des réformes soient faites. C'est le souhait. Une date indicative a été donnée pour ces réformes, c'est le 30. Mais on est tous d'accord que les élections devaient se tenir le 20 décembre. Le 20 décembre, c'était une date indicative. Ah non, le 20 décembre n'est pas une date indicative. Il y avait eu d'autres dates indicatives, mais le 20 décembre, c'était la date pour les élections. Est-ce que ce n'est pas une question de logique? Parce que ceux qui se soulevaient demandaient des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Pouvait-on aller aux élections sans opérer ces réformes, alors que l'opposition estimait que ce sont ces réformes qui étaient les problèmes liés aux élections? Ben, je pense que ce que je dis, il y a un problème qui s'est posé. On a tous fait appel à un arbitre. L'arbitre a demandé à ce que des réformes soient faites dans un certain nombre d'ordres donnés. On est tous d'accord. Les élections, c'était le 20 décembre. En temps, il y a eu des réunions qui se sont faites, le comité de suivi. Je pense peut-être que les opposants sont plutôt déçus parce que c'est normal, hein. Avec cette crise qui s'est ouverte pendant un an, il y a des gens qui ont pris des jets privés. Ils ont pris des selfies dans les jets privés. On a vu des photos. Il y a des gens qui ne pourront plus avoir ce genre de privilèges. Des gens ont eu un certain nombre de PPM. Je pense actuellement... Ouais. Si vous simplifiez les privilèges de l'État au fait de prendre des jets privés, c'est quand même une injure grave aux opposants. Moi, je ne simplifie rien du tout. Je dis tout simplement que... Vous pensez que ce sont des privilèges? Moi, je pense tout simplement que si ce sont des réformes... En ce cas-là, ceux qui prennent les avions présidentiels tous les jours, je pense... Ils sont dans la cour du bon Dieu. Je pense juste une chose. Oui. Que les revendications de l'opposition, c'était faire des réformes. Je pense que du côté en face, il y avait une très bonne volonté. Il y a un projet de loi qui a été envoyé. Il y a des travaux qui ont été ouverts. Ils ont refusé d'aller, puis ils ont boycotté parce qu'ils se sont dit non, qu'ils doivent avoir le texte de l'expert en l'état. Au même moment, vous voyez ces mêmes personnes en train d'écrire à la CEDEAO pour dire à la CEDEAO non, ce texte contient des incohérences. C'est pour dire que déjà ce texte n'est pas parfait en l'état pour être voté. Je voulais même y rebondir. Vous prenez la proposition de l'expert, l'article 100. Vous prenez l'article 100, l'expert propose un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Mais il ne touche pas l'article 101. L'article 101 qui dit que le président de la Cour constitutionnelle est élu pour 7 ans. Mais il va siéger. Comment je me demande comment ça pourra se faire dans la même constitution. Ça signifie que la proposition de l'expert était tout simplement, je me dis, c'est un travail, c'est une expertise. Et alors, si les gens étaient de très bonne foi et ils voulaient vraiment faire les réformes, je pense qu'ils seraient à l'Assemblée nationale. Ils auraient pu faire leur amendement, ils auraient pu discuter dans le lieu le plus adapté pour le faire, qui est l'Assemblée nationale. Ils auraient pu trouver un consensus et ils auraient pu aller donc voter cette loi. Et ce qui est encore étonnant et ce qui prouve encore de la bonne foi donc du gouvernement, c'est que si vous prenez les derniers travaux qu'ont fait donc la majorité parlementaire, vous vous rendez compte que les travaux ramassent un peu, on va le dire, la majorité donc des propositions de l'expert. Oui, alors, vous avez plusieurs fois parlé de bonne foi du gouvernement, mais quand même un détail, hein, depuis cette crise, depuis le 19 août jusqu'au 20 décembre, moi, je n'ai pas entendu le Premier ministre parler. Vous parlez du gouvernement tout le temps. Oui, mais il est resté muet sur la question. C'est le chef du gouvernement quand même, non? Je pense qu'il faudrait qu'on arrête de penser qu'il faut parler pour pouvoir avoir l'action. Ah, ça, c'est mon avis. Parce que je pense
une chose est de parler, une chose est d'agir. Vous voulez voir le Premier ministre parler, je pense que c'est préférable de voir le Premier ministre agir. Oui, Mais sa façon de parler, c'est d'envoyer un projet de loi à l'Assemblée nationale. Il l'a fait. Il l'a fait. Le 5 septembre, il l'a fait une seconde fois. Puisque c'est le gouvernement qui a introduit, comme vous le dites, le projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc ça signifie que nous avons le gouvernement qui est plein d'arguments. Ce n'est pas une question de faire un discours ni parler qui va permettre de justifier que le gouvernement est en train de parler. Je pense que, je félicite d'ailleurs le gouvernement pour ça. C'est moins de paroles, mais c'est beaucoup plus d'action. Et nous l'avons senti tout au long de cette crise. Ce n'est pas une question de sortir, faire de très gros discours, mais c'est de pouvoir être dans l'opérationnel. Et je pense que le gouvernement l'a prouvé tout au long de la crise. Est-ce que le 20 décembre a résolu le problème togolais ou il l'a exacerbé, Badassi? Moi, je pense que le 20 décembre a exacerbé le problème togolais. Parce que aujourd'hui, nous avons une bonne partie de la population qui n'est pas satisfaite. Et il faut prendre en compte aussi ce mécontentement. Les problèmes vont aller de... Vous avez dit que la CEDEAO a fait un bon boulot. Non, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Alors, nous disons que si, aujourd'hui, vous m'avez posé la question par rapport à la déception de la C14. Mais ça veut dire que la CEDEAO a fait un mauvais travail. C'est ce qu'elle pouvait faire. Parce que nous, entre nous, Togolais, nous avons refusé de nous parler. Mais c'est ça. Mais pourquoi attendre mieux de quelqu'un d'autre une fois que nous ne sommes pas capables de nous parler en face? Qu'est-ce qu'on pouvait attendre? Rien. Donc, nous avons dit que le Togolais n'avait pas besoin de la facilité de la CEDEAO pour pouvoir se parler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons obtenu? On n'a rien obtenu. Et la crise va encore revenir au galop. Bon, moi je pense que c'est son souhait à lui, parce que mon souhait... Non, ce n'est pas un souhait, c'est un constat. Tous les Togolais le savent, la crise est derrière nous. Le 20 décembre a eu ce plus de pouvoir redistribuer, ce qu'on appelle les cartes. Vous savez, le 20 décembre, c'est important. Pourquoi? Parce qu'à partir du 20 décembre, il n'y a plus il n'y aura plus... Si dialogue, il y aura un jour. On est d'accord? Ce sera plus entre le gouvernement et la C14. C'est clair. Parce que maintenant... Pourquoi je le dis? Théoriquement, on aura sûrement un nouveau chef de file de l'opposition. Vous n'allez pas exclure le nouveau chef de file de l'opposition aux différents dialogues. Je dis et je répète encore tout simplement que nous sommes... Le 20 décembre c'est-à-dire que le 20 décembre a ce privilège de pouvoir supprimer un certain nombre de je vais le dire ainsi, un certain nombre de privilèges à un certain nombre de personnes. Certains se targuaient de je suis chef de file de l'opposition, je suis tant, donc tel. Je pense que si un dialogue y aura, ça va rassembler tout le monde. Ça, c'est un. L'autre bonne chose du 20 décembre, c'est qu'il y a un renouvellement de la classe politique, vous l'avez dit. On a de nouvelles têtes à l'Assemblée nationale. C'est ça aussi faire de la politique. Ceux qui vont vouloir marcher, je pense que ce n'est pas interdit. À mon avis, ça permet tout simplement de montrer que nous avons une démocratie qui est assez dynamique. Que des gens veulent marcher le 12 janvier, je pense que ça les regarde. Mais je pense et je répète que le gouvernement est dans une dynamique. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi que le Togo est en marche. Le Togo est en marche. Vous êtes d'accord avec moi que depuis l'arrivée du président de la République, Faure Gnassingbé, Gnassingbé, à la tête de la magistrature suprême, on est tous d'accord que le pays a fait d'énormes bons. Ne serait-ce malgré la crise. En 2017, le Togo fait partie donc le Togo en vie de par le monde. Je ne prends qu'un exemple. Vous voulez dire. Oui, si vous voulez. Le doing business classe le Togo parmi les meilleurs réformateurs. Ça signifie qu'il y a du travail qui se fait. Au lieu d'être dans la rue à vouloir parler, à vouloir demander des choses qui ne vont, que eux-mêmes pensent utopiques, à vouloir jouer au démagogue dans la rue, c'est préférable, à mon avis, de pouvoir venir et de pouvoir construire le pays. Parce que nous n'allons pas construire ce pays dans la rue. Écarter la C14 et ses leaders de cette façon-là, est-ce que ce n'est pas casser le thermomètre qui fait baisser la fièvre? Qui a écarté qui? Je pense qu'il y a une chose qui est aussi claire dans la Constitution. Le droit de vote, c'est une chose. Le droit de boycott, c'est aussi autre chose. Je n'ai jamais lu quelque part dans la Constitution où on dit que moi qui suis là, je dois voter ou que je dois participer à une élection. Quelqu'un qui décide de ne pas aller à une élection, ça n'engage que lui. C'est parce qu'il pense qu'il n'a pas envie d'aller, et je le répète. Mais de toutes les façons, il se retrouve à la touche aujourd'hui. Est-ce que le problème est... Oui, mais il se retrouve à la touche parce qu'ils ont voulu être à la touche. Oui, mais je pense que... voulu ou pas, ils sont à la touche. Je pense que les Togo... Et donc, est-ce que comme ça, le problème est résolu? Moi, je pense à mon avis, le problème qui se posait, c'est que il y a eu l'euphorie du 19 août. Je pense que beaucoup de militants de l'opposition commençaient pas à comprendre que la réalité n'est pas dans ce qu'on leur dit, mais la réalité est autre. Et je pense que ces militants se sont prononcés lors des élections. Mais la réalité dit que le souhait de ces gens-là, si je peux vous le résumer, c'est l'alternance, la soif de l'alternance. Ils veulent voir un changement de régime. Parce qu'ils estiment que ce sont les mêmes qui sont là depuis plus de 50 ans. Le souhait de qui?
les attentes des militants de la C14. La question, c'est de savoir, justement, les militants de la C14. Moi, je vais le dire aussi autrement. Je pense que l'alternance, les militants de la C14 sont, je vais le dire ainsi aussi, c'est de bonne guerre que de vouloir que le parti que je soutiens prenne le pouvoir. Mais je pense que le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir ne s'arrache pas dans la rue. Le pouvoir, ça se gagne dans les urnes. Si les militants de la C14, je ne doute pas, la C14 a beaucoup de militants, si les militants de la C14 pensent que leurs militants, leurs leaders peuvent gagner des élections dans ce pays, c'est pas compliqué qu'ils aillent faire campagne. Mais ce n'est pas une question de marché et de... Des règles démocratiques. Mais les règles ont toujours été démocratiques. J'ai donné l'exemple de 2015. Je dis les élections présidentielles... En 2015, l'Union européenne a pondu un rapport, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne pense pas qu'il existe. Je pense que beaucoup de choses ont été reprochées à ce aux États-Unis, actuellement, le président Trump, il est en train de régler un problème sur ces élections. Je pense qu'il est là, ça fait près de 2 ans, il est en train de régler un problème sur ces élections. Parce qu'on l'accuse d'avoir été favorisé par la Russie. C'est pour simplement dire qu'il n'y a pas d'élection totalement parfaite. C'est normal. Il y a quand même, ça peut arriver. Lors d'une élection, il peut y avoir des écueils, il peut y avoir un certain nombre de choses. C'est normal que ce soit écrit dans un rapport. Par contre, ils ont bien et bien dit que ça n'entache en rien la sincérité de ce résultat. Ils l'ont validé. Ça signifie qu'au Togo, on commence par organiser, sinon on organise des élections qui sont tout à fait transparentes et claires. Par contre, moi je vais vous le dire, le problème qui se pose. Les gens ont déjà joué à ce jeu en 2015. En janvier 2015, des gens sont partis voir leurs militants. Ils leur ont dit, ils ont fait le tour du pays pour leur dire, pas de réforme, pas d'élection. Malgré ça, ils ont fait une chose et leur contraire. En 2015, ils ont déposé leur candidature, ils ont été à plate couture battus. En 2018, ils ont tenu encore le même langage. Pas d'élection, pas de réforme. Vous pensez que s'ils vont dire une chose... Pas de réforme, pas d'élection. Vous pensez que quand ils iront dire, ils diront à leurs militants, je vais aux élections du 20 décembre, vous pensez que ces militants vont les accompagner? Ben non. À la rigueur, même s'ils accompagnent, personne n'accepte un certain nombre d'incohérences que nous retrouvons au niveau de la... Et ils savent, ils ont peur de ça. Ils savent que leurs militants ne vont pas leur suivre dans ces élections. Déjà qu'ils sont minoritaires, ils savent qu'ils vont perdre. Ouais, Monsieur Badassé, vous estimez tantôt que... le 20 décembre n'a pas résolu la crise politique au Togo. Est-ce qu'il est possible de s'attendre à quoi à un autre 19 août dans l'avenir? Bon, un autre 19 août, je ne sais pas, c'est peut-être à la C14. Entre guillemets, est-ce qu'un soulèvement populaire est encore possible en 2019 ou après? C'est à la C14 de pouvoir apprécier. Nous, au PPI, nous pensons que ce n'est pas... Le soulèvement n'est pas l'apanage de la C14. Vous n'estimez pas... Non, mais nous ne sommes pas dans ce schéma de soulèvement populaire pour pouvoir prendre le pouvoir. Non, nous ne sommes pas dans ce schéma. Nous savons très bien au PPI que les élections, c'est dans les urnes. Pour prendre le pouvoir, il faut aller aux urnes. Ah, ben voilà. Donc, ce n'est pas par la rue. Mais ce que je voudrais souligner au niveau de par rapport à ce que le docteur a dit, nous savons aujourd'hui parler d'un nouveau chef de file de l'opposition. Oui. Nous savons ces élections, ce qu'elles valent, et le poids de chaque parti politique. Mais aujourd'hui, on ne va pas dédier quand même à l'ANC le poids que l'ANC a au sein de la classe politique togolaise. Par rapport à ces militants, par rapport au pourcentage que ce parti a eu lors des dernières élections. Vous voulez dire chef de file sans pédigré? Mais c'est comme ça. Je pense pas. C'est comme ça. Moi, je pense pas, même si je n'ai pas envie de faire... chef de file d'opposition de face. Moi, je n'ai même pas envie de faire un débat de l'opposition parce que je ne suis pas de l'opposition. Mais je vais quand même dire ceci. Vous savez, le meilleur baromètre... Mais vous avez contribué à choisir Non, on n'a jamais... Mais c'est ça. Je dis et je répète que c'est le peuple qui choisit ses leaders. Je vais le dire... Le parti au pouvoir en tant que bon père, même s'il est dans son droit de pouvoir aller aux élections du 20 décembre, par rapport au pourcentage un peu élevé que représentent les militants de la C14, pouvait mettre balle à terre et arriver à un consensus d'abord avant d'aller à ces élections. Moi, j'ai une seule question. Quel est le meilleur baromètre pour savoir la force de tout un chacun dans un pays? La force d'un parti politique dans le PPI, par exemple. C'est les élections organisées. On est d'accord. Dans de très bonnes conditions. Non, attendez, laissez-moi continuer. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi que le meilleur baromètre sont les élections. Pour l'instant, il y a eu des élections en 2015, n'est-ce pas? Il y a eu des chiffres de 2015. Oui. Nous qui sommes... avec ces chiffres, avec vos chiffres, l'ANC a quand même une grande proportion. Ce qui est sûr, les chiffres de 2015... C'est-à-dire que quand vous faites des travaux de recherche, par exemple, vous avez des chiffres de 2015 et des chiffres de 2018. Lesquels vous mettrez dans votre travail de recherche?
c'est tout à fait clair que vous mettez les chiffres de 2018. C'est clair. Oui, non, mais il est d'accord avec moi. Non, mais il est d'accord avec moi. Il faut avec quel pourcentage? Non, moi, laissez-moi terminer. Si vous ne me laissez pas terminer, pas savoir où je vais. Je dis que 2015, ce sont des chiffres de 2015. Ça dit que ça vaut ce que ça vaut tant qu'il n'y a pas une autre élection. Tant qu'il y a une autre élection, c'est qu'il y a une redistribution des cartes. Vous ne pouvez pas, sur ce plateau, affirmer que l'ANC ou je ne sais pas tout autre parti, je n'aime pas donner citer des partis, vous ne pouvez pas aujourd'hui confirmer qu'un autre parti qui n'a pas participé aux élections aurait pu faire mieux. Moi non plus. Parce que je pense que le meilleur baromètre, c'est 2018. Oui, le baromètre, on peut le voir à l'envers aussi. Tous les partis. La participation qui a été relativement faible. C'est vous qui le dites. Moi, je sais que la CENI m'a dit que c'est près de 50 et quelques pourcents, plus de 50% de la population. Plus de 50% du recensement boycotté par l'opposition. Oui, mais, voilà. Ça a son sens aussi. Mais si vous dites ça, je pense que l'idée m'est revenue, mais je vais le dire ainsi. Quel était le taux d'électeurs en 2015? C'était de 3 millions et quelques. C'est le même taux que nous avons. Pas le taux, je vais dire le nombre d'électeurs. On avait combien d'électeurs en 2015? C'était 3 millions et quelques. Ça signifie que si nous avons 3 millions et quelques pour les élections législatives, je ne vais même pas encore parler de taux de participation. Ça signifie tout simplement que malgré le boycott, tous les Togolais en âge de voter, en tout cas la majorité, sont sortis se faire recenser. Vous parlez des chiffres de 2015, en 2018. Oui, mais entre-temps, non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis d'accord qu'en 2015, il y a un chiffre, et qu'en 2018, il y aurait eu un chiffre. On est d'accord. Par contre, on sait que de 2015 à 2018, il y a eu des décès. S'il y a eu des décès. Et des gens quand même. Mais le taux de classement. Non, il y a eu des décès. N'est pas nul, hein. C'est sûr. Non, n'empêche, il y a eu des décès et il y a eu des naissances. Ça signifie que même s'il y aurait, c'est pourquoi j'ai dit la majorité, je n'ai pas eu la totalité. Même s'il y aurait donc des Togolais qui ne se sont pas fait recenser, je suis d'accord, hein. Je ne dis pas le contraire. Je sais qu'il y a des Togolais qui ne se sont pas fait recenser, mais ils sont minoritaires. La grande majorité des Togolais sont partis se faire recenser. C'est encore le meilleur baromètre pour vous faire comprendre que, en fait, le parti UNIR est majoritaire. Que le boycott n'a pas eu l'effet que ça devrait avoir. Parce que moi, je le dis, et je dis 3 millions en 2015, 3 millions en 2018, ça signifierait tout simplement que la majorité des Togolais, je le répète, je n'ai pas dit tous les Togolais, la majorité des Togolais en âge de voter sont partis se faire recenser. Oui. Maintenant, vous me parlez de taux de participation, ce n'est pas nouveau au Togo, hein. Je pense qu'il y a eu des élections présidentielles dans cette Afrique, n'est pas le monde où on a eu moins de 50%. De toutes les façons, le taux de participation n'est pas, même s'il est à regarder, ce n'est pas l'objet le plus important pour pouvoir apprécier un certain nombre de choses. Donc, M. Badazero, si vous estimez que le serpent n'a pas été tué, ça veut dire qu'il va ressurgir d'un moment à l'autre, non? Et c'est possible. Mais c'est possible, c'est ce que nous allons observer peut-être à partir du 12 janvier par rapport aux annonces de la C14. C'est ce qui est regrettable. Nous aurions souhaité ne pas arriver là, mais nous sommes devant le fait accompli. Nous attendons de voir ce que la rue va nous proposer encore vous savez ce qui va se passer le 12 janvier. Mais tout compte fait, ce que nous avons aujourd'hui, c'est que l'élection du 20 décembre est déjà passée. Nous avons une nouvelle assemblée, mais quand bien même elle paraît une assemblée monocolore. Aujourd'hui, pourquoi vous parlez nous savons aujourd'hui, nous sommes au Togo, nous connaissons la ligne politique de tous les partis politiques et nous savons les prises de position des uns et des autres. Donc, nous avons regretté simplement l'absence de la C14 au sein de cette assemblée. Pour nous, il n'y a pas d'enjeu au sein de cette assemblée. Il n'y aura pas d'enjeu. Notre souhait. Demandez donc à mon ami du PPI ceci. Moi, je veux savoir. Donc, ça signifie que tant que la C14, lui, du PPI, ça signifie que lui, du PPI, il ne se considère pas comme parti politique. Lui, du PPI, il ne se considère pas comme parti politique. Mais pourquoi si vous vous considérez comme parti politique, ça signifie que, comme je voulais même le dire, il y a plus de 111 partis. Peut-être même plus, 111 partis. Il y a la C14 n'a pas participé, on est d'accord. Mais c'est que vous êtes aussi un parti de tout comme le NET, tout comme l'UFC. Et je pense que aujourd'hui, il n'y a pas de baromètre qualitatif. Il n'y a pas d'autre baromètre que la loi qui régule donc le statut de l'opposition. On est d'accord. Le statut de l'opposition dit, le statut de l'opposition dit que essaie de définir qui est de l'opposition et qui ne l'est pas. On est d'accord. Donc ça signifie que ceux qui sont rentrés à l'Assemblée, on n'a pas une Assemblée monocolore. Le Parti uni, selon les résultats... donc, moi je vais juste vous dire... Je prends les lignes politiques. Mais quelle ligne politique? Vous prenez l'UFC. En pleine crise, M. Gilkis Olympio a eu à critiquer le régime.
À moins que je me trompe, il a fait une sortie de presse, une conférence de presse. Il a eu à critiquer UNI, oui ou non? C'est vrai. Ah ben ouais, donc ça signifie que ce n'est pas une question de ligne politique. Ce n'est pas une sortie. Est-ce que ces élections, à certains points de vue, n'ont pas ressemblé à un match amical? Moi, je pense que ce n'est pas un match amical, c'est même un match à la Champions League. Une finale de la Champions League. Pourquoi? Parce que vous savez ce qui va se passer le 12 janvier? Ce qui va se passer le 12 janvier, c'est qu'on aura sûrement les locales. Parce que, à lire le dernier communiqué de la CEDEAO dont moi je m'appuie, je pense que sûrement le gouvernement va se mettre bientôt dans la danse des locales. Vous voyez ceux qui ont boycotté les législatives, ils ne pourront pas participer aux locales. Pourquoi? Mais ils n'ont pas de carte d'électeur. Oui, mais à chaque élection, il y a une révision. Oh, mais vous n'allez pas me dire que nous avons... Bon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, comme je lui disais tantôt. On ne peut pas faire d'élection sans révision. Je sais quand même. Bon, cela, ça veut dire qu'ils risqueront de faire une chose et son contraire. Je vais bien voir ça. J'ai bien envie de voir. Sinon, je sais que s'ils restent... Mais je ne suis pas sûr qu'ils sont même dans cette... S'ils veulent bien, comme vous le dites, s'ils veulent bien, si par hasard, il y a une révision des locales et qu'ils participent, mais c'est qu'ils font une chose et leur contraire. Et je pense que les militants sont plus disposés à les sanctionner. Ce n'est pas mon avis, ce n'est pas à moi de le dire. Vous devenez conseiller de l'opposition. Ah non, je ne veux pas être conseiller de l'opposition. Moi, je dis tout simplement que à partir du 12 janvier, des gens vont marcher, comme depuis 2010 jusqu'à 2015. Je pense que sûrement le gouvernement va les encadrer, sûrement qu'ils ne vont pas déranger la quiétude des Togolais, parce qu'il y a une chose. La marche, je l'ai dit, est consacrée par l'article 30 de la Constitution. Oui, mais l'article 30 de la Constitution dit aussi que c'est normal dans un pays où des gens marchent indéfiniment. Ce n'est pas l'expression, les symptômes de malaise qu'il faut traiter. Ça fait 9 semaines que les gens marchent en France, hein, vous savez, les gilets jaunes. Oui, mais ça ne va pas continuer indéfiniment. Oui, mais justement... Le gouvernement donne des réponses. Il donne des réponses que selon les gilets jaunes qui n'est pas... S'ils continuent, c'est que ça ne puisse pas satisfaire. Oui, mais est-ce qu'un gouvernement peut se targuer d'avoir une opposition qui marche tout le temps? Est-ce que c'est quand même... Moi, je pense que le gouvernement n'a peut-être pas l'occasion. Le gouvernement n'a pas... Son rôle, ce n'est pas d'aller dire aux gens de ne pas marcher. D'autant plus que c'est un droit consacré par la Constitution. C'est-à-dire, là où je suis, je peux quitter ce studio et je sors, je fais une marche. Personne ne... C'est-à-dire que l'article 30 me permet de le faire. Je pense que quelqu'un qui veut marcher, qui ne veut pas aller faire le travail qu'il faut pour pouvoir gagner une élection, mais je pense que ça n'engagera que lui. Ça ne va pas inquiéter un gouvernement? Inquiéter un gouvernement, je ne dirais pas. Mais je dirais tout simplement. Je dirais tout simplement que ça dépend. Hein. Ça dépend. Ça dépend de beaucoup. Gouvernement. Hein. Ah ben non, ça dépend. Ça dépend de beaucoup d'autres choses. Ça dépend d'abord le motif pour lequel on marche. Quand on marche pour quelque chose qu'on a déjà, je ne vois pas pourquoi on marche. Quand vous demandez les réformes, vous savez, ceux qui sont en train de demander à ce qu'il y ait des marches le 12 janvier savent que ça ne va jamais s'obtenir là-bas. Ceux qui organisent les marches du 12 janvier savent que sûrement les institutions étatiques les plus à même à valider une élection le feront. La CENI a donné les résultats provisoires, sûrement la Cour constitutionnelle validera bientôt ou donnera donc les résultats définitifs. Donc ça signifie qu'ils savent que les marches du 12 janvier ne changera rien à ce qui s'est déjà passé. Oui, justement, M. Badassé, si les résultats sont validés par la Cour constitutionnelle, on parle de lundi pour cette proclamation, et que l'Assemblée nationale prend fonction et opère les réformes, est-ce que l'opposition aura raison de continuer les mouvements de rue? Voilà, donc c'est tout notre souhait au PPI, mais je pense que le premier rôle, c'est pas moi qui vais quand même assigner ce rôle de l'Assemblée, et qui va commencer bientôt, je pense en janvier, et serait de se pencher sérieusement sur les réformes, et pour enfin, une fois, donner aux Togolais ces réformes. Et alors, nous allons observer l'attitude de la C14. Alors, quel sera le motif alors de la marche pour donner ensuite peut-être les élections passées? Bon, ce serait alors inutile. Donc, je pense que le gouvernement ou bien le parti uni peut vite faire pour couper l'herbe sous les pieds de la C14 en nous donnant la réforme, déjà en janvier. De toutes les façons, ce n'est pas à moi de répondre à ça. Je sais quand même une chose, c'est que vous me rejoignez, hein, ça dit qu'on marcher, c'est un droit. Nous souhaitons cette bonne foi que tu as toujours proclamée, ici, cette bonne foi du gouvernement, et que cette bonne foi se manifeste déjà. Je pense que le temps est déjà donné. Vous n'avez jamais perçu, vous, la bonne foi.
Bon, quelquefois, mais... Et pourtant si. Quelquefois. Et pourtant si, voilà. Il pourrait faire plus que ça. Le gouvernement pourrait faire plus que ça. Pourquoi depuis 2006 attendre jusqu'au jour d'aujourd'hui, on va parler encore de réforme? Mais c'est pas possible. Mais c'est ce qui me... On ne va pas refaire l'histoire. Hein, mais ça dit que mon confrère parle tout comme si le gouvernement à lui seul peut faire les réformes. Je répète, les réformes, c'est les 4/5 des députés ou le référendum. C'est pas moi qui le dis. Cette fois-ci, les conditions sont réunies pour les réformes. Ça, je saurais le dire parce que l'Assemblée nationale actuelle n'a pas encore pris fonction. Pourquoi vous voulez que je puisse répondre? Oui, selon les résultats provisoires, proclamer les tendances que tout le monde observe. En tout cas, on sait que le Parti uni n'a pas toujours les 4/5. Ça, on est d'accord. Non, M. Badassé dit le contraire. Hein. Oui, c'est lui. Parce que je ne sais pas sur quel... Je sais quand même que les résultats officiels de la CENI disent qu'il y a 59 du Parti uni. Il y a 18 pour les indépendants, le reste sont de l'opposition. Sur les indépendants, il y a quand même beaucoup de sympathisants d'UNI, on va être très gentil. De toutes les façons, les résultats de la CENI disent que le Parti uni n'a pas les 4/5. Donc ça signifie que tout compte fait... Dans les indépendants, il y a beaucoup de unistes, on va dire. Hein. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Je ne pense pas que c'est ça. Un exemple précis, si je prends les candidats de la liste bâtie, je prends un certain Adjourouvi Pacom, on ne peut pas me dire qu'il n'est pas d'UNI. C'est uni. Monsieur Kapkia. Ben, vous avez la carte de membre de monsieur Pacom Adjourouvi? Je ne l'ai pas. Si vous ne l'avez pas, donc vous savez, il y a une chose. Spécial du président de la République. Oui, mais donc vous voulez me dire. Vous voulez me dire aussi que. Vous voulez me dire encore que le ministre, je ne sais pas, André Johnson, il est d'UNI? Non, tout le monde sait. Il n'est pas conseiller. Non, mais il est ministre. Un conseiller n'est pas dans l'action. On est tous d'accord qu'il conseille le chef de l'État. Le ministre. Non, on est d'accord. Le ministre, il est dans l'action. Le conseiller, il est à côté du chef de l'État et il le conseille. Être d'UNI, ce n'est pas une question de cas, c'est un comportement. Non, moi, ce que je vais dire. Mais ça, c'est vous qui le dites. Je sais quand même que vous n'avez pas la carte de membre de M. Pacom Adjourouvi pour pouvoir affirmer avec certitude qu'il est d'UNI. Moi non plus, donc je ne vais pas entrer dans ce jeu. Par contre, je sais une chose assez simple. On n'a pas besoin d'être d'UNI pour être conseiller du chef de l'État. On n'a pas besoin d'être. Je pense que le chef de l'État a prôné toujours l'ouverture. Le gouvernement, que vous voyez, le gouvernement actuel en cours au niveau du pays, vous allez retrouver les membres du CPP, les membres de l'UFC, qui sont membres de ce parti. Donc ça signifie que ce n'est pas une raison. C'est pas parce que M. Pacom est... que c'est ceux qui s'entendent, qui sont au gouvernement, et qui vont se retrouver à l'Assemblée nationale. On va quand même... C'est-à-dire, on dit généralement chez nous, en médecine vétérinaire, ceci. Vous ne pouvez pas amener un âne à l'eau et puis vous le forcer à boire. Vous avez fait votre travail. Vous avez créé les conditions. Le gouvernement l'a toujours fait. Créer les conditions. Si on dit, je prends un exemple assez simple. Supposons que le gouvernement, à la sortie donc de la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle, admettons qu'un nouveau gouvernement se mette en place et que la main est tendue vers la C14 et qu'il refuse. Vous voulez que le gouvernement aille forcer les gens de la C14, les membres de la C14 à entrer dans le gouvernement? Si l'âne refuse de boire, on peut lui faire une perfusion. Ou pas vraiment. Ça se fait, mais il faudrait déjà que l'âne soit vraiment malade et qu'elle a envie de boire. Ah oui. Et qu'elle ne soit pas capable de boire. Alors, donc pour 2019, M. Badassé, ce sera du wait and see. Oui, bon, c'est le wait and see, mais je sais que le dialogue n'est pas terminé. Dialogue entre qui et qui? Entre la C14 et le parti au pouvoir. Le dialogue n'est pas terminé. Quand bien même les statuts sont passés. UNIL a encore convoqué la C14 pour un dialogue? Mais la C14 ne peut pas être indéfiniment dans la rue et refuser d'aller discuter. Non, moi je ne parle pas de... Au cas où il y a possibilité de dialogue. Il semble avoir réglé le problème de la C14 avec ces élections. Bon, vous pensez réellement que la C14 peut encore mobiliser? Mais qu'est-ce qui prouve aujourd'hui qu'elle ne peut pas mobiliser? Non, moi je demande. C'est une question. Moi j'attends de voir le 12. Est-ce que la C14 mobilisait? Moi je pose d'abord une question. Mais il n'a qu'à me répondre si... Je dis, qu'est-ce qui prouve qu'elle ne peut pas mobiliser? Je n'ai pas de preuve aujourd'hui pour dire que le 12, la C14 ne peut pas mobiliser. À partir du moment où ces militants sont dans une frustration, mais c'est possible qu'ils sortent le 12 le manifester. Et c'est de bonne guerre. Et donc, je dis que c'est maintenant au gouvernement de pouvoir prendre une ouverture. Et c'est ce que j'ai dit. C'est quoi l'ouverture? L'ouverture, c'est quoi? Une table de discussion. C'est possible. Mais c'est possible. Vous savez, mon frère... C'est possible. Si par le passé, la C14 a refusé. Mon cher frère, directement. je pense aujourd'hui, les données ont changé.
Non, mais je ne pense pas que... En tout cas, je sais quand même que depuis le début de cette crise, le gouvernement a toujours prôné un dialogue inter-togolais. Vous savez que c'était ce que... Bon, c'est un discours politique. C'est ce que je dis. Vous voyez, quand on voit la mauvaise foi dans toutes les actions du gouvernement, on ne peut que penser que c'est que des... Ah ben oui. Concrètement, si le 12, la C14 mobilise de nouveau, qu'est-ce que l'UNI va faire? Non, la question n'est même pas là. Non, la question est là, répondez-la. La question, c'est de savoir ceci. Oui. Le 12 janvier, je ne suis pas sûr que la CEDEAO puisse mobiliser. Non, maintenant, pas la CEDEAO, la C14. Non, la C14. Je ne suis pas sûr que la C14 puisse mobiliser. Oui, maintenant, dans les suppositions, c'est une hypothèse. On est d'accord. Vous supposez que la C14 mobilisait donc le... Si, le 12, la CEDEAO... Je ne cherche même pas à le penser parce que je sais que ce n'est pas possible. Quel élément le docteur se fonde pour dire... Moi, je me fonde juste sur deux éléments. Lesquels? Togo mort. Vous vous rappelez quand même que pour ces élections du 20 décembre, les gens ont dit qu'ils devaient empêcher ces élections. On est d'accord? Ils l'ont dit. Ils ont tenu ce discours selon lequel ils devaient empêcher ces élections. Il y avait une série d'actions. La première action, c'était Togo mort. Un échec béant. Tout le monde a vu, ils l'ont reconnu d'ailleurs sur l'échelle internationale. Deux, ça signifie que les Togolais sont fatigués. Ça, c'est d'abord un. Sinon, pas les Togolais, mais leurs militants sont fatigués. Non, laissez-moi terminer. Les militants fatigués, c'est différent laissez-moi terminer. Des militants satisfaits. Laissez-moi terminer. Oui. Ils sont fatigués, ça signifie qu'ils répondent, ils n'écoutent plus les mots d'ordre de leur leader. Sinon, ils seraient restés à la maison, ils auraient fait Togo mort. Ça, c'est d'abord un premier aspect. Deuxième... que la fatigue se traite, comme en médecine vétérinaire aussi. Oui, mais je vais bien voir. Par contre, je ne pense pas, je pense que les autorités les plus averties suivent cette situation de près. Tout ce que moi je peux dire, et je suis sûr, nous avons vu décembre 2018, la C14 n'a pas pu. On est même obligé d'avoir honte de dire qu'on a réussi à avoir... On est obligé de s'accrocher au taux de participation pour pouvoir justifier l'injustifiable. Parce qu'ils ont dit qu'ils veulent empêcher les élections. Les gens se sont tenus, on dit non, c'est le taux de participation qui est de quel nombre de pourcents, comme s'ils avaient participé à une élection ou s'ils étaient à la CENI. Je le répète et je le dis encore, les éléments que nous avons depuis décembre 2018, je ne vais pas aller très loin, décembre 2018, montrent tout simplement que les militants de la C14 sont fatigués. Et je pense que si le 12 janvier arrive et que les militants de la C14 sortent, bon. Oui, mais si je vous comprends bien, s'il ne s'agit que de fatigue, qui est parfois passagère, ça veut dire que quand ils se seront reposés suffisamment, ils vont rebondir un autre jour, non? Je ne pense pas que ce soit... Je pense plutôt pas que ce soit une fatigue. Je pense que le gouvernement a donné le temps. Une lassitude? Non plus. Mais je pense peut-être qu'ils se sont dit qu'ils vont faire confiance au gouvernement. Beaucoup ont commencé par faire confiance au gouvernement. Parce que, mais justement, beaucoup ont commencé par croire que le gouvernement pouvait être de bonne foi. Je parle des militants de l'opposition. Beaucoup ont commencé par le croire. Tout ce qui est sûr... Donc le gouvernement va changer. Je sais quand même que les orientations ont été données par le ministre porte-parole du gouvernement. Je crois qu'il y a une interview qui a ramassé un peu les travaux que les réformes seront quand même sur la table donc, de l'Assemblée nationale. Je pense que si ce n'est que les réformes comme venait de le dire, je pense que le 12 janvier, les Togolais, les militants de l'opposition gagneraient à donc attendre, à voir d'abord ce qui va se passer à l'Assemblée nationale avant tout. Bon, ce qui m'inquiète, vous l'avez dit tout à l'heure que le ministre a donné une assurance que les réformes seront faites. Mais une fois que le Parti uni n'a pas les 4/5e, avec quelle assurance le ministre parle? Mais qu'est-ce qui lui dit que les réformes seront obtenues? Une fois que l'UNI n'a pas pu s'associer avec la C14, les partis de l'opposition parlementaire pour pouvoir obtenir les réformes, mais aujourd'hui, au lieu de 102, l'UNI là, c'est 59. Oui. Mais sur quel élément le ministre se fonde pour dire qu'on aura les réformes en janvier? Ah ben non. Le ministre a dit que les réformes seront discutées à l'Assemblée nationale. Donc, c'est-à-dire que nous savons quand même que le Parti uni, pour sa part, a toujours été disposé à faire les réformes. Je le répète encore, je dis, les derniers travaux la dernière séance plénière de l'Assemblée nationale le confirme. Parce que Oui, mais la question qu'il pose... Non, attendez, je vais y arriver. C'est-à-dire sûrement que le ministre fait confiance donc aux nouveaux députés qui vont arriver. Parce qu'on se dit qu'il y a un certain renouvellement de la classe politique, de l'opposition. Aux nouveaux députés qui arrivent avec une même ligne politique. Mais si c'est ça, je suis d'accord. Oui, mais vous ne pouvez pas... Non, vous êtes d'accord, c'est-à-dire... Vous ne pouvez pas, franchement, vous ne pouvez pas me dire que vous pouvez vous assurer de la ligne politique d'un candidat de député. Il est indépendant. Il fait ce qu'il veut.
Je pense que si le gouvernement envoie, il fait ce qu'il veut, tel qu'il le pense. Si le ministre est si sûr que les réformes vont passer à l'Assemblée, ça veut dire qu'il a obtenu des garanties de ceux qui sont à l'Assemblée. Je pense que ce serait bien de pouvoir l'inviter lors de l'émission. Vous lui posez la question, parce que vous avez bien dit, si le ministre, ça signifie que c'est à lui de vous répondre. Moi, je sais tout simplement. Vous avez répondu à toutes les questions, sauf à celle-là. Non, mais pas celle-là, vous avez la question, vous l'avez dit, elle est indexée, elle est adressée quand même au ministre qui a dit. Mais moi, je pense quand même que les nouveaux députés... Mais pourquoi vous ne reconnaissez pas que vous avez une assemblée, cette fois-ci une opposition moins hostile? Non, il n'y a pas d'opposition hostile, il y a une opposition qui est constructive, c'est le terme. Oui, c'est-à-dire que hostile, c'est tout comme s'il fallait une opposition qui soit gentille avec le pouvoir. Non, ça n'a jamais, je ne pense pas que ça a été le vœu du Parti unique. Mais on cherche plutôt une opposition qui soit plutôt constructive, qui puisse quand même apporter un plus pour que le pouvoir... Une opposition qui ferme les yeux de temps en temps. Non, une opposition qui puisse faire des propositions, que de pouvoir être dans la démagogie. Et je pense que on attendra pour voir quelles seront les retombées de l'Assemblée nationale. C'est trop tôt pour moi pour pouvoir affirmer un certain nombre de choses. Oui, quelle crédibilité donc accordée à cette opposition parlementaire? Bon, j'attends de les voir à l'œuvre afin de pouvoir apprécier. Vous ne demandez pas, comme la C14, à ne pas reconnaître ses députés? Non, je crois qu'il faut être légaliste. Une fois que les élections, c'est un calendrier constitutionnel qui a été respecté, il faut être légaliste. Nous reconnaissons quand même ces députés, quand bien même nous voyons déjà que c'est une assemblée monocolore. Ils sont dans leurs droits. Nous leur faisons confiance. Et pour nous, tout notre souhait, c'est que dès leur entrée, qu'ils puissent se pencher sérieusement sur les réformes, parce que c'est ça qui a amené les Togolais dans la rue. Aussi, je ne voudrais pas, nous ne souhaiterons pas que la C14 puisse perpétuer les marches. C'est pourquoi nous parlons, disons que le gouvernement envoie des signaux très forts à l'endroit de cette C14 pour que les tensions puissent être apaisées. Mais la grande question, je l'ai posée, je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que le gouvernement tient compte encore de cette C14? Est-ce qu'il sait qu'elle existe encore? Elle sera obligée d'en tenir compte parce que, vous voyez, les marches de la C14 ont un effet sur l'économie du pays. Si on se rappelle encore, durant le courant de l'année 2018, l'économie togolaise a eu un coup dur. Et je pense que cela a aussi agi sur les recettes des différentes entreprises. Donc, lorsque un enfant est dans la rue, le papa doit être inquiet et pouvoir prêter une oreille attentive. Je pense que avoir l'opposition tout le temps dans la rue n'est pas aussi, ne donne pas une bonne image aussi de du parti au pouvoir. Dr Kapkem, nous allons conclure cette émission. Donc 2019, pour vous, Togo va continuer de grandir, va continuer d'engager les bons points. Je pense que le Togo est en marche. Va se poursuivre. Le Togo est en marche. Le PND séduit, de par le monde. Vous voyez, tout le monde a envie d'investir dans le Programme national de développement. Cher au chef de l'État est en train de séduire de par le monde. Les gens ont envie d'investir là-dedans. Moi, je ne vais pas parler politique parce que je pense qu'on parle trop politique d'ailleurs. Nous avons des enjeux ailleurs, des enjeux d'autres peut-être. Nous avons des enjeux ailleurs. Et je pense que si les opposants disent qu'ils aiment ce pays, je pense que c'est pourquoi je parlais d'opposition constructive, c'est de faire des propositions assez solides, de bonnes propositions pour pouvoir donc permettre à notre pays de pouvoir toujours grandir sous la houlette du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Monsieur Balassé, 2019, comment voyez-vous le Togo? Quels sont vos souhaits pour la nouvelle année? Mes souhaits pour cette nouvelle année, c'est que les politiques aujourd'hui maintenant se penchent sérieusement sur les questions sociales, parce qu'aujourd'hui, dans le panier de l'aménager, ça ne va pas. Lorsque vous allez dans les localités les plus reculées de notre pays, il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les gens vivent, sont en dessous du seuil de pauvreté. Et je pense que nous devons travailler pour que la situation des Togolais change. Vous avez longtemps parlé de stratégie alternative aux marches de la coalition de l'opposition. Comment comptez-vous faire bouger les lignes? Je pense qu'il faut discuter. Et lorsque nous sommes dans un même pays, nous sommes appelés à discuter ensemble pour trouver des solutions à des problèmes communs. Avez-vous déjà discuté avec UNIL depuis 2017? Depuis 2017, nous n'avons pas encore discuté, mais nous avons envoyé quand même des signaux très forts au temps de la crise
Nous avons fait des communiqués, fait des propositions à l'endroit des facilitateurs, à l'endroit de la C14, à l'endroit aussi du parti UNIR. Nous avons soumis nos propositions, tout ce que nous pensons. Vous avez eu des résultats? Malheureusement, nous n'avons pas eu de retour. C'est ça. Mais les points que nous avons alignés, même bien, tous les points ont été repris lors de. C'est ça, même sur la feuille de route. Et c'est ce que nous disons. Au début de ce dialogue, le fait de mettre de côté certains partis qu'on qualifie peut-être, qu'ils ont qualifié de partis satellites du parti au pouvoir, mais c'est ça qui a amené ceci. Donc, tous nos souhaits, c'est que 2019 apporte la prospérité pour les Togolais et que nous puissions observer une accalmie, et qu'on arrête de faire la politique politicienne et qu'on s'occupe essentiellement des questions sociales. Abdelhezou Ouiyao Badassé, coordonnateur national du Parti du Peuple et de l'intégrité PPI. Merci et bonne heureuse année 2019. Bonne heureuse année à vous également. Oui, docteur Dieudonné Kapkia, vous repartez bientôt pour le Sénégal où vous êtes médecin vétérinaire. Hein? Je suis enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous enseignez donc les sciences vétérinaires. Mais bon, j'aurai l'occasion. Non, on va en discuter hors plateau. Sinon, ça risque de ne pas se terminer. Hein. Mais bon, c'est une question qui me taraude l'esprit. Je me demande si c'est une science nécessaire, hein, les médecins vétérinaires. Bien sûr, c'est une science très nécessaire. De soigner les hommes, pourquoi soigner les animaux? Je vais peut-être le dire en un mot. Il y a un célèbre proverbe qui dit ceci: si le médecin soigne l'humain, le médecin vétérinaire soigne l'humanité. Parce que près des 2/3 des pathologies qui atteignent les hommes sont d'origine animale. Ça s'appelle les zoonoses. Maintenant, on va en continuer hors plateau. Parce que quand vous me piquez, c'est sûr que je vais continuer par parler de ce que j'aime faire. En tout cas, merci d'être passé chez nous et bonne heureuse année 2019. Et à vous pareillement et à votre famille. Et une dernière question, pourquoi vous avez choisi justement UNIR alors que vous pouvez librement donc choisir de continuer vos Parce que UNIR a une vision. UNIR a un projet de développement. Parce que sous la houlette du chef de l'État, le pays avance. Et comme je l'ai dit, le Togo est en marche. Merci. On vous a compris. Et ce sera donc la fin de notre forum, le dernier de cette année 2018. Merci de votre accompagnement, de vos soutiens multiples et de vos propositions aussi. On va s'améliorer en 2019 sûrement. Dans un instant, une nouvelle édition de journal sur votre chaîne. À très bientôt.